Pendant longtemps, le corps parfait du sportif était quasiment unique, à l'image sans doute du disco-ball qu'on a tous en tête. Aujourd'hui, est-ce que ce canon de la beauté est encore celui qui fait référence? Le sport crée un nouvel Olympe, crée avec une sorte d'espace complètement extraordinaire, où les individus deviennent des individus légendaires, des individus intouchables, qui sont absolument inaccessibles tant que leur valeur est extraordinaire. Comme le disco-ball, je suis un athlète blanc et je suis un homme. Mais est-ce que cette référence est universelle? Si on regarde le XXe siècle, hein, on voit que finalement ce disco-ball s'est un peu fait chahuter. D'autres ont voulu prendre sa place. En tout cas, quelle place laisse-t-il aux athlètes noirs? Le corps noir, c'est un corps qui a été mis au travail pendant l'esclavage, bien entendu. C'était le corps que l'on contrôlait de la façon la plus violente qui soit, y compris par les punitions corporelles, le fouet, qui est le symbole de l'esclavage à cette époque. Et donc l'émergence de grands champions afro-américains, je pense en particulier à de grands boxeurs, c'est le cas de Jack Johnson. C'est une manière évidemment d'affirmer un corps qui se bat, un corps qui peut battre des champions blancs, un corps que l'on admire plutôt qu'un corps contrôlé par autrui. En 1936, aux Jeux de Berlin, les Jeux d'Hitler, le triomphe de Jesse Owens a un retentissement mondial. 4 médailles d'or, c'est tout à fait exceptionnel. Et puis, bien entendu, c'est un triomphe sur les corps aryens qui sont tant célébrés par le régime nazi. Et donc, Jesse Owens devient instantanément un symbole de la dignité des peuples de couleur. Le sport a sans doute changé le regard des Américains sur le corps noir. Le basket, par exemple, jusqu'aux années 60, est considéré comme un sport blanc parce qu'il faut de l'adresse, il faut de l'intelligence, de la technique. Et puis l'arrivée des grands basketballeurs noirs comme Chamberlain, par exemple, à partir du milieu des années 60, impose et change complètement le basket avec les smash, avec les dunks, avec un basket beaucoup plus physique qu'il ne l'était auparavant. Le basket de la NBA émerge finalement à ce moment-là. Néanmoins, le discours dominant, c'est que ces sportifs noirs doivent rester à leur place. C'est comme si le souvenir qui était celui de Smith et Carlos aux Jeux Olympiques de Mexico en 1968, les deux grands champions qui ont levé leurs poings gantés de noir pour protester contre la ségrégation et les violences faites aux Noirs, comme si ce souvenir était encore vif, au fond, dans la société américaine. Donc le corps noir, oui, lorsqu'il est au travail, lorsqu'il gagne, en revanche, le corps noir doit être muet. Au début du XXe siècle, hein, le corps sportif est exclusivement masculin. Et ce disco-ball aurait-il pu être une femme?
Les femmes n'ont pas toujours eu le droit de faire du sport, mais il a fallu attendre l'après-Première Guerre mondiale pour que les femmes se battent pour pouvoir faire du sport et pour pouvoir pratiquer, ne serait-ce que du football ou de courir, tout simplement. La première fois que les femmes ont couru, c'était le cross de Chaville en 1918. C'est la première fois que des femmes couraient publiquement en short et en maillot. La femme qui a permis le plus aux autres femmes de pouvoir pratiquer du sport, c'est Alice Millat, une institutrice française que personne ne connaît, aujourd'hui en tout cas. Elle n'est pas dans le dictionnaire, alors que c'est grâce à elle que nous pouvons, nous, les femmes, participer officiellement aux Jeux Olympiques et notamment en athlétisme. Jusqu'aux années 1930, contre le baron Pierre de Coubertin, qui a rénové les Jeux Olympiques, comme tout le monde le sait, mais qui ne souhaitait pas que les femmes y participent. Donc elle a créé cette fédération, elle en a été présidente parce que tout simplement les autres fédérations exclusivement masculines n'acceptaient pas les femmes. Elle a créé les Jeux Olympiques féminins, les a appelés les Jeux mondiaux, et au départ de Pierre de Coubertin du CIO, c'est comme ça qu'elle a obtenu le fait que les femmes puissent pratiquer le sport. Catherine Switzer est la première femme à avoir couru officiellement un marathon en 1967, puisque les femmes n'avaient pas le droit de courir le marathon. Et pour ce faire, elle a dû s'inscrire avec un nom masculin et cacher ses cheveux au départ, pour ne pas qu'on reconnaisse que c'était une femme. Arrivée à quelques kilomètres de la fin de ce marathon, elle portait le dossard 261. Les organisateurs s'aperçoivent que c'est une femme et donc descendent pour l'interrompre. Et heureusement que les hommes qui l'accompagnaient, dont son compagnon, son kiné, sont intervenus, se sont interposés pour qu'elle puisse finir ce marathon. Parce qu'aujourd'hui, même si les femmes ont gagné le droit de faire du sport et de montrer leurs épaules, leurs muscles, comme Serena Williams, on constate quand même, d'ailleurs, que cette dernière est souvent moquée pour ces raisons-là. Et j'espère que dans les années à venir, le regard et les opinions changent. Longtemps, le disco-ball a été seul sur son piédestal. L'après-guerre nous a montré qu'il a dû partager et laisser un petit peu de place à des corps abîmés, des corps déformés. Or, ce qui se passe, je pense, dans les sociétés modernes, c'est quand même quelque chose qui est de l'ordre de la tolérance. C'est quelque chose qui prend davantage en compte les individus. Or, quand vous promouvez l'individualisation, vous êtes obligé de sortir des modèles génériques. Et vous êtes obligé de prendre en compte des données individuelles, des corps différents, et donc, dans certains cas, bien entendu, des corps meurtris. Et la grande invention, je pense, des dernières décennies du XXe siècle, c'est le fait d'introduire des jeux qui sont des jeux pratiqués par ceux dont le corps n'a pas toutes les possibilités attendues de ce qu'on appelle, en mettant 1000 guillemets, un corps normal. À la fois par l'individualisation et par la tolérance. C'est-à-dire accepter la différence de l'autre. Mon corps, même s'il semblerait que ce soit mon pire ennemi, est d'abord mon meilleur allié. Celui avec lequel je dois être en phase, mais quotidiennement, pour faire face à ce monde, qui est quand même pas un monde dans lequel je suis censé être comme ça. Moi, je considère, dans un premier temps, que mon corps est harmonieux. Mais pour autant, j'aurais envie de dire à ce disco-ball, tu me facilites pas la vie aujourd'hui. Parce que dans le regard des autres, il y a cette persistance rétinienne de ce corps parfait que je ne représente pas au premier coup d'œil. Et pourtant, je suis aussi capable de gestes parfaits, d'achèvements parfaits, et qui sont complètement en phase avec l'exploit sportif du disco-ball et de tous les autres athlètes.
La technologie et les prouesses médicales font que le corps abîmé a une tendance à aller vers un corps augmenté. Moi, je vis ces innovations comme éventuellement un rêve, un souhait de pouvoir retrouver une vie normale comme avant mon accident. Mais du côté des sportifs, ces corps augmentés, ces super pouvoirs, c'est un fantasme de victoire. Ce qui est au cœur de la performance sportive, c'est évidemment le progrès, c'est-à-dire le fait d'ajouter toujours quelque chose, de l'augmenter dans sa réussite. Alors comment l'augmenter? Il y a le procédé chimique, il y a le procédé mécanique qui consiste à utiliser des instruments qui facilitent finalement la façon dont le corps est soutenu. Et puis il y a quand même tous les phénomènes des vêtements, les combinaisons des nageurs, etc. Il y a donc plusieurs manières de créer le cyborg sportif. L'exemple d'Oscar Pistorius est extrêmement parlant, puisqu'il s'agit d'un athlète d'Afrique du Sud qui d'abord a participé dans les Jeux paralympiques, qui ensuite a été accepté dans les Jeux, appelons-les normaux, alors qu'il lui manque les jambes, et ces jambes sont suppléées par des sortes de lames. Et c'est là que doivent intervenir, à mes yeux, les comités d'éthique, des procédures de réflexion sur le fait que tel ou tel type d'augmentation est tolérable et tel autre ne l'est pas. Je vois que la société a aussi cette recherche intérieure de contrôle, de maîtrise pour aller vers la performance. Je pense que ce qui unifie, c'est finalement la maîtrise. La véritable invention de la pratique sportive aujourd'hui, c'est une maîtrise imparable. C'est une possibilité de savoir comment fonctionne votre corps, de le maîtriser, d'arriver à le posséder intérieurement. On oublie toujours que le repère passe par l'intériorisation, sur la détente, sur la concentration, etc. Et ça n'a fait que progresser. Il y a un passage de Thibaudet qui est extraordinaire et qui est le suivant. Nul ne sait jusqu'où l'homme peut sauter. Les individus ont le sentiment qu'ils dépendent de plus en plus d'eux-mêmes et qu'ils ne dépendent pas de choses qui sont extérieures. Donc ils s'étudient. Voyez, donc cet espace intérieur qui est de plus en plus présent coïncide progressivement à votre identité. L'extraordinaire trajet que le corps a pu connaître dans l'histoire récente de la société occidentale, c'est le passage d'une identité qui vous est donnée de l'extérieur à une identité qui vous est donnée de l'intérieur. Et vous voyez, il faut bien le lier au problème de la transcendance, parce que c'est peut-être finalement en vous qu'existe la transcendance. En fait, le disco-ball ne va plus être l'unique référence. La société va accepter de regarder d'autres corps comme des idéaux de champions.